François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Les petits carnets sont toujours là pour nous rappeler les questions de taille et de format. 1925 de la marque Ideal, j'en ai un autre de la marque Ideal, celui-ci 1928 pour moi, 1925, c'est exactement le même carnet sur lequel j'ai pu travailler tout l'été 2015, établir ces premières couches de transcription. En parallèle, évidemment, on avait déjà une source transcription anglaise par Esti Yoshi, mais j'ai jamais vu d'approche comme ça développée, critique de ce carnet. C'est le plaisir. Comme ça, nous, si loin de New York, si loin de Providence, et puis un siècle d'écart de H.P. Lovecraft, qu'on ait à faire ce travail, mais justement, c'est toutes les questions, ce qui se travaille là, comme dans ce tout petit labo minuscule, avec tous ces petits gribouillis, mais parce que y a en même temps ces lettres qu'il écrit à sa famille, à ses deux tantes, Liliane et Annie, restées à Providence. Beaucoup de lettres là qui ne nous sont pas parvenues, écrites à Sonia, son épouse, mais qui a trouvé un travail à Cincinnati. Et bon, la semaine prochaine, elle revient. Mais donc, ces toutes petites notes, logogriphes, là, qui aident, qui servent d'aide-mémoire pour ces grandes lettres, mais qui ont aussi sans doute une autre fonction. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ici? Qui je suis? À quoi je travaille? Comment j'emploie mon temps? Et c'est quoi cette grande carcasse? Comment je la nourris? Et comment elle dort? Et c'est peut-être pour ça que y a tant de pistes résonantes et que toutes ces pistes renvoient à qui on est, nous, aujourd'hui. Comment, là, dans ces temps aussi de même mutation, même transition, où j'allais dire, où on est aussi perdu avec tout ce qui tremble dans le monde, y compris Lovecraft, je veux dire, c'est beaucoup plus qu'une tentation identitaire, c'est une revendication totalement insupportable et inexcusable, impossible à justifier aujourd'hui, mais ça fait partie de ce qu'on a à travailler, tout simplement. Le mot travail est là et c'est probablement ce qui nous rejoint, puisque lui, c'est quoi ? C'est la transformation de ça qui va advenir, disons, dans les 11 ans qui lui restent à vivre après l'année New York. Il meurt, il a 46 ans. Je ne jamais l'oublier. Bien, ces récits-là qui ont déjà convergé, qui existent pour lui depuis 1922, depuis 3-4 ans, qu'il a bifurqué, et que ça s'est transformé en fiction. On a tous les textes laboratoires. Ils vont ensuite se transformer là dans ce corpus d'œuvres qui, pour nous, ont un statut le même que celui d'Edgar Poe. Sinon, il n'y aurait pas en France des Cocteau sur le continent américain, des Borges, comme dans la littérature nord-américaine, de Stephen King. C'est pas, on n'est pas seul ni singulier à dire la dette qu'on a à Howard Phillips Lovecraft. Alors on est le 28 janvier, vous me direz on est le 28 janvier 2025. Wow, oubliez, ça y est, le 28 janvier 1925. Vous savez qu'il y a toujours une petite journée de décalage. Nous, on est mardi. Eh bien, eux, ils sont déjà mercredi, donc le 28 janvier. Et tout de suite, ordinateur. On a quoi aujourd'hui? On a 4 lignes, c'est tout. C'est une petite journée en tout cas dans ce qu'il nous donne à déchiffrer. Une dernière fois, là, il y a ces petites hachures dont je ne sais pas trop l'utilité ni la fonction. Est-ce que ça veut dire que ça, il l'a déjà intégré dans probablement les longues lettres à Sonia, où il lui fait état de ses journées, de ses rencontres, de ses discussions. Et là, le thème principal d'aujourd'hui, c'est Liliane, sa tante, qui est venue à New York. Hier, il n'y a rien qui la mentionne, donc elle a dû partir de très bonne heure. Par Providence, il y a 4 heures de train à l'époque. Et il
la retrouve ou on ne sait pas. Il lui avait promis, rappelez-vous, un petit peu après sa dernière visite, il était allé avec Sonia visiter le musée historique de New York. Il avait dit à sa tante Liliane qu'il l'emmènerait. Eh bien là, on a muséum, pas d'autres précisions dans les lettres à la famille, dans les lettres de New York. Là, il se coordonne, lui et Liliane, au téléphone. Donc, on a une lettre qui arrivera bientôt le 9 février. La dernière était du 22 janvier, mais là, on est toujours dans cette passerelle où on doit surtout s'empêcher, nous, de la remplir d'hypothèses gratuites. C'est là où moi je suis content qu'on avance. Savez-vous quoi? Tenez, je vous en ai pas parlé. Ces petits emails qui partent chaque matin. Alors, on va regarder à quoi ressemble celui d'aujourd'hui, mais avec le fac-similé de ces petites notations du jour, leur transcription évidemment la plus précise possible de ce qu'on peut laisser là en anglais, de la langue originale. Ensuite, moi j'appelle ça plutôt un dépli, pas une traduction. C'est-à-dire, on le met en français, mais on essaye de retrouver simplement de poser de quoi il s'agit. Ensuite, moi, ça c'est ma partie de plaisir. Commentaires, analyses, extensions vers l'œuvre de Lovecraft. Et c'est ça, dire chaque jour, on sort, là, on exhume avec une petite pince, là, comme faisaient les philatélistes, un petit bout de vie, un petit rectangle de vie, et là converge depuis longtemps en amont, ou dans l'œuvre qui se réalisera, de quoi remplir là, cette toute petite parcelle, et on va laisser ça discontinu 365 fois, puisque notre voyage nous emmène jusqu'au 6 janvier 1926, quand il rendra la clé de son appartement du 169 Clinton Street. On explore aussi l'époque, on va le faire aujourd'hui. Eh bien, ces petits emails qui partent chaque matin, entre 7h30 et 8h, ils sont prêts le soir, mais j'en vois comme ça, comme un au revoir au jour précédent. Oh là là, c'est un petit peu troublant. Des fois, je suis un peu dans la panade parce que là, je vis le jour suivant pour préparer la vidéo et tout ça, tout en vivant là dans un siècle en amont avec Lovecraft. Là, j'étais à préparer une transcription de la première lettre qu'il écrit de New York, rendant compte pour un ami, Auguste Mao, qui habite à Appleton dans le Wisconsin, très loin, le compte rendu de cette première semaine ébloui, fasciné qu'il passe à New York. On est en mai 1922. Eh bien, lui marque explicitement mai 1722. Le temps. Eh bien, ces petits emails, matériellement, savez-vous qu'ils vont jusqu'à Shanghai, jusqu'à Montréal, en passant évidemment par Suisse, Belgique, et puis probablement d'autres que j'ai pas situés. Même ici, là, tout près de l'Indre-et-Loire, un copain à 5 km, on n'est pas beaucoup, mais quel boulot on est en train de faire. Alors, 28 janvier, qui est pour lui un mercredi, et pour nous donc mardi, même si je vous en parle là, ce lundi après-midi, vous suivez. Je retrouve les liens, on va au musée, il y a cette mention Saint Regis. Alors, le Saint Regis, il n'y a pas une église, c'est un hôtel, mais un hôtel ultra célèbre dans Manhattan, un hôtel qui a ouvert en 1904, avec un des immeubles qui reste un des plus prestigieux, qu'il restera longtemps. Il a hébergé Salvador Dali, il a hébergé Hitchcock, c'est évidemment un des monuments les plus prestigieux de New York. Il n'est pas très loin de Grand Central, c'est quand on est en haut de la 5e avenue, là au coin de Central Park, quand on redescend vers Grand Central, c'est à peu près au milieu. Alors, est-ce que du muséum, par exemple, ils sont simplement parce que je vois pas Liliane s'offrir une chambre au St. Regis. Même là, en 1925, non. Mais par contre, ils ont très bien pu entrer pour, là, s'ils ont 1 heure d'attente avant le train, ils se sont retrouvés le matin, elle avait sans doute d'autres affaires à faire. Il y a toujours des questions d'administration financière pour le tout
petit héritage qu'il leur reste. Et est-ce qu'on va au Saint Régis simplement pour lui demander un café et puis une petite pâtisserie? Il aime beaucoup les petites pâtisseries. Et puis, elle, quelque chose d'équivalent, un thé ou simplement quelques sandwichs avant de reprendre le train. Bon, disons que, en tout cas, il y a cette mention Saint Régis et que nous, ça nous permet dans notre dictionnaire des lieux, qui n'est pas encore une carte, mais je crois que la carte on va bientôt pouvoir la lancer. La carte du New York de H.P. Lovecraft, eh bien, donc le Saint Régis sera dans la nomenclature. Suite à la suite de quoi? Grand Central, là, il n'y a pas trop de problème d'interprétation. Il la raccompagne à la gare et de là remonte, donc... là, pas de mention, donc ça veut dire, et puis il fait très froid à New York, et non seulement ça, mais vous allez voir dans le journal, une nouvelle vague de froid et de blizzard s'annonce, donc probablement il prend le Elevated, le métro aérien, et rentre à Brooklyn pour retrouver sa famille qui appelle The Boys. Et les garçons, eh bien ils sont tous là! Et en plus, alors aujourd'hui, on va faire la connaissance de George Wheeler Dryden. On va en parler là dans le petit PDF. C'est pas n'importe qui. On prendra évidemment du café, ça veut dire qu'on est descendu à la cafétéria Tiffany. Là, dans Fulton Street, il a pris l'habitude la semaine dernière avec Kirk et pour aussi toutes ces petites bêtises là, pour l'anniversaire de Loveman, d'aller chiner. C'est le mot? Bah oui, c'est le mot. Même si là, il est un peu redondant, puisque Use China, ça veut dire que là, dans ces boutiques qui refourguent là, tout un tas de petites chinoiseries et de bazar, et il va faire... Alors, est-ce qu'il est tout seul? On n'en sait rien, mais quand il revient, il y a ça. Wash the dishes. Lovecraft faire la vaisselle. Mais il n'a pas besoin de faire la vaisselle, de toute façon. Non, c'est-à-dire qu'il s'est acheté des petits trucs, là. Des trucs d'occasion. Du deuxième main. Mais là, qu'est-ce que c'est? 3 assiettes, un truc un peu mieux là, pour quand ils remontent des petits sandwichs ou des petits scones ou autres, quand les copains se remontent de la Tiffany avec des petits trucs dans des sachets de papier, et puis qu'on parle tous ensemble dans la chambre devant le petit radiateur à bain d'huile électrique. En tout cas, ces trucs que tu as achetés, il faut quand même les nettoyer un petit peu. C'est tout. Est-ce qu'il y a marqué qu'il écrit, qu'il lit? Non, ça nous suffit. Alors, faire quelque chose avec ça, évidemment, nous, on n'est plus à ça près maintenant. Allons voir mon petit PDF, et puis troisième temps, on ira voir un peu le journal du jour. Grand Central Home Boys, on est tous là, sauf Belknap Long, Sonny, qu'il appelle toujours fiston, en gros, et Dryden, qui fait son apparition, et Wheeler Dryden, alors voilà à quoi il ressemble, j'ai mis une photo, et vous verrez que c'est tamponné, archive Charlie Chaplin. C'est-à-dire que Dryden a tout simplement épousé une sœur de Chaplin. C'est important parce que là, on est en 1925, 4 ans avant, en 1921, Chaplin, qui maintenant, évidemment, est devenu une stature énorme. Rappelez-vous, Kafka va au cinéma, cette étonnante enquête, c'est quoi son prénom? Le livre de Hans Ziegler, le berlinois, qui reprend comme ça toutes les petites mentions au hasard des journaux, du journal ou de la correspondance de Kafka pour essayer de retrouver. Quelquefois, c'est pas facile, il n'y a même plus de pellicule, il n'y a plus rien. Les films que Kafka est allé voir, bien, en 1907 ou 1909, la première fois que Kafka va au cinéma, c'est quoi? C'est un film de Charlie Chaplin. Et être là, passer du temps avec le beau-frère, non, c'est pas neutre. Alors je disais, en 1921, Chaplin fait venir de Londres sa mère qui était hospitalisée, donc qui était dans un hôpital psychiatrique. Et il l'installe en Californie, puisque ça y est, maintenant, il a les moyens de vivre à sa guise. Et donc c'est en 1921 que Dryden accompagne son épouse, qui va faire connaissance, elle, de
sa propre mère. Dryden joue dans certains des films de Chaplin. Il y aura un rôle, par exemple, dans Le Dictateur. Mais là, en 1922, il vient de jouer dans un film. Regardez le petit dictionnaire. Il y a une petite rubrique film et puis tout est là. J'ai mis le lien. C'est magnifique. On retrouve tout là sur YouTube. Il a joué dans un des premiers films de Stan Laurel. Je vous assure que ça remplit de bonheur. Laurel avant Laurel et Hardy, mais comme par hasard, un ami de Lovecraft. Et encore d'autres résonances, vous voulez. Et il aura des enfants, Dryden. Eh bien, un de ses fils deviendra le batteur de Jefferson Airplane. Lovecraft et le rock and roll. Bon, voilà, encore une petite harmonique de plus. Est-ce qu'on retrouvera beaucoup Dryden avec les Boys? Pas tant que ça. Il aura une vie pas non plus facile quand le FBI s'en prendra à Charlie Chaplin et que Chaplin devra s'exiler en Suisse. Bon, Dryden, faudra bien qu'il se débrouille. Une toute petite chose que là, en piochant un peu sur lui, en 1947, c'est lui, Dryden, qui va informer Sonia Green, qui est maintenant Sonia Davis, qui vit donc en Californie avec ce nouveau mari, ce docteur Davis, sans savoir qu'elle est bigame, que son époux, Howard Phillips Lovecraft, est décédé. Quelque chose sur quoi j'aimerais tellement qu'on puisse trouver un peu plus d'archives, mais bon... au moins, on a cette trace-là. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis The Wall was a Building, simplement en 1925, des images de ce New York, là, le quartier, là, tout près là, de Grand Central, qu'arpente ce jour-là, et fièrement, Howard et sa tante Lillian, ils ont quand même des discussions sérieuses. C'est quoi les discussions sérieuses? Est-ce que Lillian qui a fait obstacle, qui fera encore obstacle, quand en 1926, Lovecraft se réinstalle à Providence, Sonia dit « Je suis prête à lâcher mon travail et à retrouver, c'est dans sa branche, dans ses grands magasins de vêtements, à venir à Providence. Et on vivra tous les quatre, pourquoi pas ?» Et les tantes refusent parce qu'il n'est pas concevable dans la famille Phillips qu'une épouse exerce un métier. Et Lovecraft, il ferme son grand bec. Là, Sonia a proposé à Lovecraft que si cette tante Lillian souffre tant de sa solitude à Providence, qu'elle vienne à New York. Bon, ça achoppera, mais probablement là aux allusions dans les lettres, c'est de ça aussi qu'il est question, aussi dans les coups de fil, donc c'est pas rien ce genre de visite. Alors je vous ai fait une petite double page, cette double page elle est faite d'extraits de journaux qu'on va aller voir. Leginska Not Found, alors ça on en a parlé hier, mais là c'est pareil, c'est pas la question du fait divers, on s'en moque du fait divers, la question c'est que Ethel Leginska, cette femme là qui écope sur elle jusqu'au burn-out, là on la met, son assistante la met dans le taxi pour aller au Carnegie Hall, la plus grande et la plus prestigieuse salle de New York, pour aller jouer. Et on trouve, là, j'ai pu écouter hier soir de ces enregistrements en 1926. Elle nous laisse des enregistrements de la Rhapsodie hongroise de Liszt ou des préludes de Rachmaninoff. Donc là, on est totalement dans le contemporain artistique. Eh bien, elle craque. Et hier, c'était quoi l'important? C'était de retrouver, c'est-à-dire être pianiste célèbre, compositrice. Il y a des modèles, Clara Schumann. Par contre, quand elle se met à diriger le Boston Symphonic Orchestra, une femme chef d'orchestre, là, ça bloque. Et elle le paye. Dans le divorce, on lui a retiré la garde de son enfant. Bon, peut-être c'est plus complexe que ça. C'est pas ça qu'on va nous explorer. N'empêche que tu exerces une profession, là, tu outrepasses les droits de la femme en prétendant diriger un orchestre. C'est le mari qui prend la garde du fils. Est-ce qu'on l'a retrouvé? Non. Et hier, je vous avais dit, non, on n'ira pas voir la suite. C'est le journal qui nous la donnera.
Alors aujourd'hui, c'est plus paradoxal cet article parce qu'apparemment, on a retrouvé où elle s'était réfugiée, mais apparemment dans cet appartement elle se cache et évidemment il n'y a pas de, pour les policiers, pas le droit d'entrer, donc l'article est adorable là-dessus, mais hop là, gardons bien cette idée-là que tout d'un coup le fait divers nous ouvre un portrait de femme, nous donne accès, pardon, à un portrait de femme, et que ce portrait de femme, par réfraction, là, je pense toujours à ce passage-là de Thing on the doorstep, la chose sur le seuil, où il y a cette Packard qui file là, dans la nuit, et quand elle croise, là, dès que c'est quelques hameaux isolés, avec la route toute droite, bien, les phares là, se réfléchissent sur les quelques maisons, et pendant une fraction de seconde, les visages là, des deux, du conducteur et du narrateur, deviennent visibles. Le narrateur, non, c'est ou de l'ami du narrateur. Les deux visages deviennent une fraction de seconde, on peut les deviner. Eh bien, pour moi, là, avec ce genre de faits divers, on peut faire émerger, par exemple, qui est le personnage de Sonia. Parce que si vous regardez la littérature Lovecraft, là, toute celle qui est au-dessus, il y a du rattrapage à faire. Qu'est-ce qui se passe aussi dans une météo? Et les deux colonnes, vous savez, ont été jointes, elles sont aussi longues l'une que l'autre. Une nouvelle vague de froid avec son blizzard. Un joli article sur comment la police chargée d'arrêter une femme pour dette, découvrant qu'elle vit seule avec 6 enfants, eh bien finalement l'aide. D'autres petites affaires. Ah ouais, moi, vous savez, il y en a qui vont dire, bah, dis donc, tout ce boulot pour des trucs, des ventes de voitures d'occasion. Ouais, mais moi ça, bon, je suis comme ça, et puis si ça vous plaît pas, mais de toute façon, vous lisez pas cette page du PDF, et puis si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir le PDF, bah, de toute façon, là, la question se pose pas. Il y a dans le Times, peut-être justement parce qu'on est là en milieu de semaine, une page sur voiture d'occasion, mais échange. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on retrouve tous ces titres du rock'n'roll, mais surtout Cadillac Sedan, Cadillac Simplex, Cunningham Sedan, Lancia Sedan, Porsche Touring, Pierce Arrow Town Car, Pierce Arrow Brookman, Rolls-Royce Cabriolet et une Renault vendue là $1000, ce qui est pas rien. Rolls-Royce Roadster, Cadillac Plymouth, Lincoln, Cadillac Roadster Touring Imperial, on est toujours dans les Cadillac Packard Heights, Marmon Mercer, Moon 1923. Voilà, pour moi, les ventes de voitures d'occasion, bah, à cette époque-là, du moins, c'était du poème. Et c'est tellement d'images, tellement de chansons, tellement de films qui reviennent. Ben, évidemment, on ne va pas faire ça à chaque fois. Mais l'autre jour, on avait pris la rubrique des objets perdus, objets et trouvés. Bien, chaque fois, comme ça, on peut se balader différemment. Alors, par exemple, là, The Screen donc, intervient dans la page maintenant où il y a les programmes radio, les programmes concerts. Le cinéma fait sa place. The Screen, l'écran. Et M. Mordaunt Hall, qui est responsable de la chronique, fait un article laudateur, A Remarkable Film, sur The Last Love, avec Emile Jannings, grande vedette du muet. Et vous savez que ce film a été évidemment tourné par Murnau. C'est un grand classique de Murnau. Le film vient de sortir là, à la fin 1924. Donc là, ça y est, il a sa chronique, une pleine colonne là, dans le New York Times. Et évidemment, allez voir le petit dictionnaire dans notre rubrique filmographie. Et j'ai évidemment le lien pour aller le regarder. Moi, j'ai été scotché, il y a quelques mois déjà, celui-là que j'avais été le voir, le revoir tout simplement. Et les Boys, enfin en l'occurrence, je crois que ce sera Lovecraft et Frank Belknap Long, tous les deux seuls, iront voir fin mars. Donc c'est un rendez-vous qu'on va pas spoiler, mais Lovecraft va marcher à fond dans The Last Love. En Europe, il est sorti en France sous le titre Le Dernier Homme. Mais je crois que The Last Man, c'était un des titres de travail de Emile Jannings. Mais là, vous verrez aussi Grand Central,
Grand Central en 1924. Il y a des scènes là de gare dans le film, et puis il y a aussi ces scènes dans The Last Laugh. C'est pour ça on va pas attendre fin mars, puisque là on a l'occasion de parler avec le Times. Mais c'est une cour d'immeubles dans New York. Cette cour d'immeubles, elle vit, elle grouille, et on est dans là totalement l'ambiance du 169 Clinton Street. On est au bout. Je crois que j'avais aussi mis quelques d'autres publicités. Ouais, les voyages de la Cunard avec les promotions. Et puis ça, regardez, puisqu'on parle très souvent Radio Voices here, Rich, Australia. Pour la première fois, avec une radio onde courte, il nous donne là même la fréquence précise. On a réussi pendant 1 heure, de 5 à 6 heures du matin, qui correspondait à 9 heures du soir en Australie, à avoir une communication directe d'un bout du monde à l'autre. Nous, ça nous semble d'évidence. Eh bien, on peut remettre en cause tellement de micro-évidences. Et si on s'ouvre là à sortir de ces micro-évidences, qu'est-ce que ça renouvelle ? Sinon, c'est justement ce qui nous concerne. Le rapport au récit, le rapport au langage, le rapport aux mots. Et là, moi, je me sens totalement dans la justification de ce petit travail qu'on fait ensemble. J'aurais d'autres choses à vous dire. Ouais, là, j'avance bien là, dans Making the Movies, le livre de là, cet ami, disons proche, enfin, qui est aussi épisodiquement parmi les boys, Ernest Dench, qui publie des tas d'articles sur le cinéma. Je vous ai mis l'article sur l'utilisation du cinéma dans les hôpitaux psychiatriques. Et là, je suis regardé déjà presque à plus du tiers d'une transcription, j'appelle pas ça traduction, disons transcription de son livre de 1915, réédité en 1919, qui est une sorte de manuel, de mode d'emploi pour tourner les films dans les trains, ou bien utiliser des propriétés privées, ou bien comment en Californie on recrée des intérieurs, mais il n'y a pas de plafond, puisque comme ça évite les problèmes de brûlure des yeux des acteurs de cinéma par les lampes à arc. Et puis par exemple qu'il faut surtout pas de tenues blanches, parce que le blanc dans le cinéma noir et blanc se fait un truc un peu crayeux blafard. Donc pourquoi les acteurs que vous voyez là dans The Last Laugh ou les autres films sur lesquels nous aiguille Ernest Dench, on les habille de jaune, et puis il y a des trucs sur le maquillage, et puis comment on tourne des films dans le train avec des trains. Et puis, c'est pas la question de tourner des films dans les trains avec une belle scène de wagon-restaurant. Non, c'est en quoi les accidents de train peuvent faire des films magnifiques. Et vous savez quand c'était les premiers films avec train ? Oh bah ouais, les Frères Lumière, l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Non, mais c'est pas de ça que je parle. Mais par exemple, tenez, regardez dans le dictionnaire, il y a un truc qui s'appelle Hazard of Helen, les aventures d'Hélène, et c'est une série à des tout premiers temps du cinéma. Et cette Hélène, c'est une employée télégraphiste. Ben oui, parce que télégraphiste était au cœur de tout un tas de transmissions. Et là, eh bien, c'est le train qui amène la paye pour les ouvriers d'une mine, là, dans une région reculée. Une grande locomotive, un seul wagon, avec des vigiles armés jusqu'aux dents, et vient une bande de bandits. Je vous en dis pas tant, mais allez dans le petit dictionnaire et regardez The Hazard of Helen, avec Helen Moore. On est là dans toutes ces merveilles. Donc, je continue, mais tout bientôt, un rendez-vous spécial avec, là, dans le dossier des documents réservés, transcription française du Making the Movies, Ernest Dench. Et vous voyez comme ça se renforce et ça se complexifie, pas seulement le rapport de Lovecraft au cinéma, c'est pas ça la question, c'est tout cet environnement, tous ces gens autour de lui, et comment lui, là, par contraste, construit quoi ? Sa propre singularité. Et ça, ce travail de construction dans prendre aux autres
et réécarter les autres pour revenir là, et les autres vous accueilleront. Hein, ça, oui. Quel chantier archéologique de pouvoir le faire. Merci, Lovecraft, de ton petit carnet. Je te tutoie, t'aimerais pas ça, mais je le fais quand même. À demain.